Vous êtes bien sur le podcast 27, le podcast qui vous dévoile les coulisses de toutes les formes de réussite. Avec mon invité, chaque mois, j'explore son parcours, quelques-uns de ses secrets de réussite, mais aussi des conseils qu'il ou elle partage avec vous, oui vous, pour peut-être vous inspirer et à votre tour, dessiner les contours de l'ADN de votre réussite. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le talentueux Youssouf Amin Alami. Vous l'avez sans doute découvert avec son premier roman, Un Marocain à New York. Vous avez sûrement vibré avec la pastèque de Oussama mon amour ou versé quelques larmes en lisant Même pas mort. Ce qui est sûr, c'est que Youssouf Amin Alami ne laisse jamais indifférent, quelles que soient ses créations. Je vous laisse découvrir non seulement son parcours, mais aussi ses précieux conseils si d'aventure vous souhaitiez vous lancer dans celle de l'écriture. Bonne écoute sur le podcast 27. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme qui dit ne pas avoir de job, mais qui est très occupé en fait. Professeur universitaire, essayiste, écrivain, dessinateur, un homme dont les mots tombent comme une sentence et d'autres fois comme une caresse. Youssouf Amin Alami offre au lecteur, comme il le dit, un traitement alternatif à ce que proposent les médias pour traiter des sujets d'actualité et donner à réfléchir différemment. Youssouf Amin Alami, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Yasmina et merci de m'avoir invité. Ton dernier ouvrage, Drôle de révolution, avec un accent circonflexe sur le E, est une bande dessinée que tu co-signes avec Yassine Hajami et qui nous emporte dans les rêves de révolution de personnages hauts en couleur. Alors Youssouf, question importante pour commencer, tu es plutôt team Obélix ou team Astérix ? Alors difficile. J'aurais du mal à répondre à cette question. Mais je dirais de toute façon Astérix. Quand je dis Astérix, c'est-à-dire la BD Astérix. D'accord, mais tu ne prends pas parti. Non, absolument pas. Je dirais, j'irais même plus loin, je dirais Goscinny. Quand je dis Goscinny, ça veut dire non seulement Astérix, mais aussi Lucky Luke, Is No Good, bien sûr. Donc je suis vraiment, voilà, plus Goscinny que Hergé. Je suis pas très Tintin. Je sais pas, voilà. On l'est de moins en moins d'ailleurs, c'est presque rassurant peut-être. Probablement, ouais. Parce que, bon, Tintin, c'est limite parfois. Partoutatis. Oui. Non, mais quand on relit Tintin, on se rend compte quand même que il y a une certaine idéologie sous-jacente, un petit peu de racisme quand même. Hein, oui, absolument. Voilà. Donc, je préfère vraiment l'univers de Goscinny. Goscinny et Uderzo. Tu sais que bien sûr, mon premier employeur a été Uderzo. J'ai travaillé pour les éditions Albert René à Paris. Donc ça me touche beaucoup que tu parles de nos amis Astérix et Obélix dans lequel j'ai baigné pendant quelques temps. Alors, dis-moi, que ce soit pour C'est beau la guerre, pour lequel tu as consulté des interviews de vétérans, d'anciens de la guerre d'Afghanistan, de Vietnamiens et de mamans de vétérans, derrière chaque œuvre, on sent qu'il y a une stratégie qui est mise en place, il y a une recherche qui est faite, il y a un objectif qui est à atteindre. Comment est-ce que tu procèdes pour écrire ? Parce que j'ai l'impression que tu laisses pas la place au hasard. Et pourtant, il me semblait bien que l'écriture, c'était aussi se laisser emporter par une jolie vague. Oui, alors, il y a plusieurs questions dans ta question, donc je commence par répondre à la première. Effectivement, je procède toujours de la même façon, c'est-à-dire que je commence par faire un travail de recherche en fonction de la thématique. Lorsque j'ai voulu travailler sur la thématique des réfugiés de guerre, bien entendu, il a fallu que je me documente parce que, fort heureusement, je n'ai pas connu la guerre, je n'ai pas vécu la guerre, et je voulais absolument que le lecteur ou la lectrice ait vraiment l'impression, par exemple dans la première partie, d'être vraiment dans un champ de bataille. Je me suis énormément documenté. Je suis revenu à des témoignages de vétérans, de façon générale, de la guerre, que ce soit des vétérans de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, ou aussi la guerre du Vietnam, les Afghans, donc les Russes, et leurs mamans aussi.
un certain nombre de témoignages qui m'ont été vraiment très 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 utiles. Je m'en suis imprégné. Mais comme toujours, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de rapporter ce que j'ai lu, mais en fait, je m'en imprègne et après, tout l'exercice, c'est de s'en défaire. C'est-à-dire finalement de désapprendre, parce que je crois que c'est la chose la plus difficile. Je pense qu'apprendre, c'est possible, avec beaucoup de, je dirais, de rigueur, beaucoup de discipline, etc. On peut apprendre. Désapprendre, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a appris quelque chose, on le considère comme étant un capital dont on a beaucoup de mal à se défaire. Or, le problème, c'est que, surtout lorsqu'il s'agit de la création, et lorsqu'il s'agit de l'écriture, en l'occurrence, mais ça peut être d'autres champs de la création, lorsqu'on a appris des choses et qu'on veut les reproduire, ce qui se passe, c'est que on n'est pas du tout créatif, tout simplement, puisque on est en quelque sorte formaté parce qu'on a appris, et on a tendance à chercher à faire comme. Alors parfois, c'est faire comme de grands écrivains, pour lesquels on a énormément de respect, d'admiration, et tout. Mais le propre de l'écrivain, ce n'est pas de ressembler à X ou à Y, mais c'est de trouver sa propre musique, sa propre voix. Et donc pour cela, une fois qu'on a appris, il faut désapprendre. Et pour faire ça, alors c'est beaucoup plus compliqué, c'est là où justement il faut être à l'écoute de soi-même. Il faut revenir, c'est-à-dire qu'on cherche l'information, la documentation hors de soi, forcément, que ce soit dans les livres, que ce soit dans Internet, que ce soit dans le contact avec les autres, mais en revanche, pour trouver sa propre écriture, sa propre, disons, son propre style dans toute forme de création, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose que l'on puise à l'intérieur. Et donc c'est dans sa propre énergie, c'est dans son refoulé, c'est dans son inconscient, c'est tout cela à la fois. Et qui fait que, alors là je réponds à la deuxième partie de ta question, à savoir que cet élément de surprise dont tu parles, il est toujours présent. La raison est très simple, c'est que par définition, l'inconscient, c'est ce qu'on ne maîtrise pas, ce qu'on ne contrôle pas, ce qu'on ne connaît pas, ce dont nous ne sommes pas conscients précisément. Mais cet inconscient va apparaître justement et va se manifester. Alors quand on écrit justement, il se manifeste avec des mots, avec des expressions, etc. à tel point que parfois quand on se relit, on se dit « oulala, mais moi j'avais pas vraiment l'intention d'écrire ça ». Et c'est venu, voilà, ça émerge. Hein. C'est comme un rêve en fait, c'est le fameux livre de Freud, l'interprétation des rêves. Absolument. Hein, donc c'est des choses qui... Et je dirais même que c'est vraiment, personnellement, c'est ce qui me fascine dans l'écriture. Moi, ce qui me fascine dans l'écriture, c'est la découverte. Et y compris la découverte de soi. Moi, je découvre énormément de choses. Je découvre aussi ce qui a de l'importance pour moi, et ce qui en a moins aussi. Parce que consciemment, on a l'impression que ça c'est plus important que ça pour nous, etc., etc. Mais quand on écrit, là vraiment... Puis après, vis-à-vis des lecteurs, on se rend compte aussi qu'ils vont retenir un aspect de notre livre qu'on avait complètement zappé, et alors qu'on avait tellement travaillé sur tel passage, ça peut arriver, ça. Alors Victor Hugo disait, n'attendez pas l'inspiration, elle vient pendant que l'on travaille. Pour un Marocain à New York, ton premier livre, tu dis que tu as entendu une voix qui te dictait. C'est ta définition de l'inspiration, toi? C'était cette voix ou c'est le travail? Alors, je vais te dire d'emblée que ça m'est arrivé, mais ça ne m'est plus jamais arrivé depuis. Voilà, ça m'est arrivé la première fois, la toute première fois. Effectivement, j'entendais la voix de ce narrateur qui parlait à la première personne et qui me racontait littéralement ce que j'avais vécu, mais d'une certaine façon. Avec un ton. Avec un ton qui était désinvolte, humoristique, etc., etc. D'ailleurs, on m'a souvent posé la question, lorsque j'avais publié Un Marocain à New York, on me disait, mais oh là là, mais comment faites-vous pour avoir tout cet humour, etc. Et ma réponse était toujours la même, et elle est très sincère. Je disais, ce n'est pas mon humour à moi, c'est l'humour de mon narrateur. Moi, je fais la distinction. Il y a une dissociation qui est faite. Complètement. D'accord. Et je dis même, j'aurais tant aimé avoir l'humour de ce narrateur. Parce que moi, dans la vraie vie, je n'ai pas l'humour de ce narrateur. C'est-à-dire que j'ai pu l'avoir
Tu l'as pendant l'écriture de cette voilà, histoire-là? pendant l'écriture. D'accord. Parce que c'est ce personnage qui appelait à ce type d'humour, etc., etc. Ouais. Et donc moi, je fais la différence. Hein. Ouais. Alors, mais cette petite voix que j'ai entendue, et c'est vrai, que il y a des passages entiers d'Un Marocain à New York que j'ai écrits sous la dictée. Vraiment. Je transcrivais ce que j'entendais. C'est absolument incroyable. Ça ne s'est plus jamais reproduit. On ne sait pas. Peut-être que ça va être le cas. Ah oui, en tout cas, alors dis-moi, tu n'as pas voulu écrire du vivant de ton papa, Mahmoud, qui écrivait, parce que tu disais, je veux pas lui faire de l'ombre. Et aujourd'hui, tes livres, bon, ils ont été primés, ils sont étudiés aussi en université. Finalement, tu voulais pas faire de l'ombre à ton papa, mais tu l'as mis en lumière avec ton ouvrage Même pas mort. Et il est toujours près de toi quand tu écris. Oui, alors ça c'est sûr. Hein. Parce que, en fait, je suis arrivé à cette conclusion bien après. Hein. C'est-à-dire, c'est après le décès de mon père que j'ai réfléchi à la chose et je me suis moi-même posé la question, pourquoi je n'ai pas écrit avant ? Parce que j'avais évidemment, comme on peut l'imaginer, un certain regret, qui est celui de ne pas avoir été lu par mon père. Ouais. Alors que mon père me donnait à lire ce qu'il écrivait bien avant la publication. Et je me suis dit, oulala, j'aurais tellement aimé quand même qu'il jette un coup d'œil sur ce que j'écris. Alors tu dis, pardon de t'interrompre, mais tu dis que quand tu commences à écrire, tu en parles à personne. Absolument. D'accord. Absolument. Si ton père avait été vivant, tu lui en aurais parlé à lui ? Je crois pas. Non plus ? Non. D'accord. Non, je crois pas. Je ne partage pas mes écrits avant de les avoir. Une fois que j'ai terminé, c'est bon. Hein. Je veux dire, avant même de donner à un éditeur, j'ai aucun problème à partager, parce que pour moi, c'est fini, quoi. Moi, une fois que je mets le point final, je suis pas du tout le genre à revenir sur mon propre texte, à le travailler, retravailler. En fait, je retravaille au fur et à mesure. Donc, je peux retravailler la même phrase plusieurs fois, le paragraphe, etc. Mais quand je passe au paragraphe suivant, l'autre est fait. Moi, je ne reviens plus sur ce que j'ai écrit avant. Je fais pas. Je sais que je connais un certain nombre d'écrivains et je sais que, par exemple, ils font plusieurs versions ou plusieurs jets. Ils font un premier brouillon, un deuxième, un troisième. Moi, j'ai jamais de brouillon en fait, parce que je travaille au fur et à mesure. Et quand je passe à la page suivante, c'est fini. Tu es pas attiré par ce qui va se passer par la suite. Tu te dis pas, bon, allez, ces corrections, je les ferai plus tard. Non, tu restes non, fixé. Du tout. Ouais. Non. Mais bon, il se trouve que j'ai un caractère obsessionnel, donc je ne peux pas avancer et aller au-delà si je n'estime pas que c'est réglé, que c'est correct, que c'est... Je peux pas laisser quelque chose de brouillon. Enfin, justement, je suis un peu comme ça. La question que j'avais, c'est pour toi, est-ce que l'écriture, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont prédestinés à écrire et d'autres pas ? Est-ce que c'est du travail ? Alors, moi, je sais pas. Moi, je suis venu à l'écriture très tard, finalement. Je parle pas de l'écriture académique, parce que au niveau de l'université, etc., évidemment, j'avais publié des articles, de la critique d'art, de la critique littéraire, mais l'écriture, enfin, de création, quoi. J'ai publié mon premier livre, j'avais 37 ans. Donc, j'ai pas écrit très jeune, Je sais pas si j'étais prédestiné, j'ai absolument aucune idée. En tout cas, ce que je sais, c'est que ce soit enfant, adolescent, lycéen, et je dirais même à l'université, lorsque j'étais en licence, etc., pourtant en faculté des lettres, je n'avais pas du tout pour ambition de devenir écrivain. Je n'y pensais même pas. C'est quand même assez extraordinaire. C'est une fois que tu as entendu cette voix qui t'a dicté Un Marocain à New York, tu as commencé à écrire. Oui, à tel point... Est-ce que tu écrivais pour être publié ou juste pour écrire ? Ah non, juste pour écrire. Et d'ailleurs, preuve en est que lorsque j'étais à New York, j'ai pas pris de notes. Absolument pas. Parce que j'étais pas écrivain. Aujourd'hui, j'aurais pris des notes. Mais à l'époque, pas du tout. Donc c'est revenu comme ça, et j'ai essayé de recoller un petit peu les morceaux, et puis j'écoutais aussi cette voix. Et puis après, en fait, j'ai écrit, parce que c'était une structure épisodique. En fait, je voulais faire 30 épisodes. C'est du Netflix avant l'heure. En fait, c'est ça. Parce que c'est le même Marocain qui raconte, donc c'est le même narrateur, mais chaque chapitre a un début et une fin. Donc on peut lire comme des nouvelles. C'est la définition d'un chapitre, d'ailleurs. On nous dit toujours qu'il faut que le chapitre soit une histoire
à elle toute seule dans les livres. Mais là, c'est vraiment, à chaque fois, c'est une aventure ou mésaventures de ce Marocain à New York, mais qui se termine et après, c'est une autre aventure. Donc, je m'étais dit, comme ça, j'avais commencé, j'avais, je ne sais pas, 5-6 épisodes, je vais appeler ça épisode, et je m'étais fixé quand même un objectif. Je me suis dit 30. Voilà, je trouvais que ça sonnait bien, 30. Puis je vais faire 30, ne sachant pas du tout si j'allais avoir suffisamment de matière pour faire quand même, parce que c'est 30 épisodes avec des thématiques, avec bon, faut. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout j'ai écrit le 29e, et mon ordinateur est tombé en panne. Et moi, j'y ai vu un signe. Je me suis dit, oh là là, ça c'est... Mais tu avais une sauvegarde? Non, j'avais. Non, j'imprimais. Moi, j'imprime toujours. Aujourd'hui encore. Ah ouais? Ah oui, toujours. Si j'écris une page, je l'imprime. Ah ouais? Tout le temps. Je devrais faire ça, en fait. Il faut toujours imprimer. Ça m'est arrivé plusieurs fois de perdre des trucs. Le meilleur backup. C'est le papier. Plus qu'un disque externe. Le disque externe, j'ai déjà, moi, perdu tout ce qu'il y avait dans le disque externe. Ou carrément perdu le disque externe, non? Non, mais il marchait plus. Il était complètement... Alors que quand on a imprimé. Voilà, c'est tout. Évidemment, j'imprime pas une version, une copie. Plusieurs. Ah oui? Et que je ne mets pas... Au même endroit. J'ai toujours une copie chez ma mère. Et une copie chez moi. Parce que je me dis, il peut y avoir le feu, il peut y avoir, je sais pas. Mais évidemment. Non, moi je... Il y a une assurance tout risque musclée. Je fais hyper attention à ça. Donc en fait, ton ordinateur tombe en panne, au 29e épisode. J'aurais pu tout simplement changer d'ordinateur ou le réparer et faire le 30e. Et pourtant j'avais déjà le thème du 30e. Ah ouais. Ah oui, bien sûr. Tu t'es dit, et quand bien même tu as... Ah non, moi j'ai pris ça comme un signe. Ah ouais. Je me suis dit, ça veut dire c'est bon, il faut que je m'arrête. Donc ça fait 29 chapitres. C'est la raison pour laquelle il y a 29 chapitres. Et en fait, pour la petite histoire, j'en avais fait 6, c'était pas beaucoup, les 6 premiers. Et il va y avoir un événement, voilà, comme toujours dans la vie, des choses un petit peu inattendues. À l'université, puisque j'étais déjà... à l'époque j'étais maître assistant, j'étais pas encore... full professor. Et il y a quelqu'un qui me dit, on reçoit un petit RATB qui va venir donner une conférence, etc. Et moi, je suis au département d'anglais. Évidemment, il est reçu par le département de français. Mais bon, moi, j'avais des liens avec les enseignants du département de français. Et puis, ils savaient que ça m'intéressait. Ils m'ont dit, voilà, il va venir, etc. Je dis, c'est magnifique. Je le connaissais évidemment, j'avais lu, étudié, je le connais de nom, etc., mais je le connaissais pas personnellement. Et donc on m'invite, y compris au déjeuner qui va suivre à la conférence. J'assiste à la conférence, et comme par hasard, je suis assis à côté. Donc je suis à côté de Ratebi, on discute et tout, et certainement il se tourne vers moi, il me dit, et vous travaillez sur quoi? Après j'ai compris que c'est la question qu'il posait à tout le monde. Lui, il a toujours besoin de savoir sur quoi on travaille. Alors moi, ce que vous faites, mais sur quoi vous travaillez. Non, sur quoi? Une question intéressante. Sur quoi je travaille, c'est-à-dire quel sujet, quelle thématique, quel type de recherche, parce que quand même, il s'adresse à des universitaires. Et moi, j'ai dit, en fait, moi, j'ai fait un peu de critique d'art. Lui, c'est beaucoup intéressé à l'art, évidemment. Il a écrit sur Chartraoui, etc. Et je lui dis, mais en fait, j'étais à New York, et là, je suis en train d'écrire quelque chose sur mon expérience. C'est un petit truc. Et tout de suite, alors à l'époque, il était le directeur du Centre national de recherche scientifique. Tout de suite, il me dit, j'ai envie de lire ce que vous avez écrit. J'avais écrit 6, c'est rien du tout, c'est 6 sur 29. Et donc, vous passez me voir à mon bureau au centre de recherche. Alors évidemment, j'étais enchanté par l'idée, mais en même temps un petit peu intimidé. Ratebi d'abord, c'est pas du tout son style, surtout ce que j'avais écrit dans un Marocain New York. C'était bon. Donc le lendemain, j'y vais avec mes 6 chapitres. Je lui remets, et le lendemain, il m'appelle. Le lendemain. Ah oui. Il m'appelle, il me dit voilà, j'ai lu. Est-ce que vous... Alors, lui, c'est tout de suite, tu viens... Voilà, c'est pas...
il dit pas ce qu'il... C'est pas une question. Non, mais sa pensée, il ne la livre pas au téléphone. Hein. Donc, voilà, il me donne rendez-vous le lendemain, je vais chez lui. Je ne sais pas du tout ce qu'il en a pensé. Et je viens, et il me dit, écoute, j'ai lu ce que tu as fait. Maintenant, la raison pour laquelle je t'appelle, c'est pour te dire, il faut absolument que tu continues à écrire. Waouh. Et que tu termines ce livre. Parce que moi j'étais assez surpris. Très sincèrement, j'étais surpris. C'est pas du tout encore mes livres aujourd'hui. Oui, je peux imaginer que Khatibi porte un regard, voilà, plus ou moins positif. Mais là, je me disais Marocain New York. Et en fait, il m'a dit, tu apportes quelque chose de nouveau. Voilà. C'est nouveau, c'est un nouveau souffle. C'est un nouveau style qui n'a pas été exploré encore chez nous ici. Et alors, après, ce qu'il va faire, c'est que il va me demander de lui ramener ce que j'avais publié sur des peintres marocains, il me dit... Et il va me charger, c'est-à-dire il va m'envoyer, par exemple à Alger, c'était la commémoration du premier anniversaire de la mort de Mohamed Redda, qui est un des plus grands peintres algériens. J'étais le seul Marocain d'ailleurs invité là-bas. C'est lui qui m'avait recommandé, évidemment. Très jeune encore. Hein. Et il y avait des critiques d'art allemands, français, qui avaient travaillé sur Redda pendant des années et tout. Moi, j'étais vraiment un novice et tout. Je débarque et je donne ma lecture critique de Redda et tout. Qui par la suite va être publié dans plusieurs revues et tout. Et systématiquement, à chaque fois que je rencontrais Khatibi, il me relançait. Alors, ce Marocain New York. Et en fait, franchement, il m'a énormément... ça m'a donné une raison. Ça t'a donné une motivation, énorme. Une caution, en fait. Caution, et incroyable. Et finalement, la vie, c'est ça. C'est parfois des rencontres comme ça qui sont hasardeuses, mais oui. Inattendues, incroyable. Et qui sont si déterminantes que ça. Absolument. Ouais. Parce que moi, en fait, il m'a conforté parce que les encouragements d'une personne comme ça. Et puis c'est quand même c'est pas n'importe qui. C'est quelque chose. Quand tu sais que Roland Barthes a écrit un article intitulé Ce que je dois à Khatibi, on a tout dit. Oui, non, respect total. Alors, tu dis que tu appréhendes pas ton rôle d'enseignant ou d'écrivain comme un job, parce que si tu le faisais, ça serait ça ferait que tu serais pas un homme libre. Est-ce qu'un homme qui a réussi, c'est justement un homme libre? Est-ce que la réussite n'est pas corrélée à cette liberté? Alors moi, bien sûr, je le pense, puisque pour moi, c'est ça, absolument, c'est tout à fait ça. En même temps, je suis suffisamment lucide pour savoir que c'est pas du tout la définition qu'on donne, je dirais, la majorité des gens que je connais, que je côtoie, que je rencontre, et pour qui, très souvent, y compris au Maroc d'ailleurs, la réussite, c'est quand même la réussite financière, très souvent. Ouais. Moi, on m'a souvent dit, pas souvent, mais on m'a dit quelquefois, de manière assez sympathique et de façon indirecte, que finalement je perdais mon temps à me consacrer à finalement une activité, m'y investir comme je le faisais, c'est-à-dire une bonne partie de mon temps, une grande partie de mon temps, au lieu d'aller gagner de l'argent avec d'autres, je dirais, connaissances que j'ai, des skills, je sais faire autre chose, je sais plus faire que ça, avec lesquels j'aurais pu, effectivement, que ce soit en tant que concepteur, un acteur en publicité, tout le côté conceptuel, la conception même graphique. Oui, en fait, c'est une question une question de définition de la réussite. Tu me fais penser à cette histoire qu'on raconte.
C'est un monsieur qui est un père de famille, il a 3 fils, ils vont à la pêche, ils ramènent de quoi nourrir la famille, et puis ils sont très heureux. Puis là, il y a un consultant qui arrive qui dit mais attendez, vous avez un spot qui est incroyable, vous avez un terrain, vous pouvez rajouter, vendre plus, avec l'argent vous allez acheter un autre bateau, et avec cet argent qu'est-ce que je vais faire? Vous achèterez un 3e bateau. Ah oui, mais après il vous faudra une entreprise, il vous faudra aussi des frigos, un entrepôt, et il va falloir aussi que vous recrutiez des financiers parce que vous allez entrer en bourse, et là vous allez vendre votre boîte. Et là il y a le monsieur le pêcheur qui dit et là qu'est-ce que je pourrais faire? Vous pourrez aller à la pêche avec vos 2 fils. J'y vais déjà. C'est ça. Tu vois, finalement, cette histoire de liberté, de réussite. Absolument. C'est relatif. Elle évolue. Elle évolue. Puis c'est bon. Moi, j'ai toujours tenu justement à cette liberté. Un livre, tu chériras la mer, c'est ça. Ouais, absolument. Et puis c'est moi la liberté aussi dans la création. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai envie de dire franchement que le fait d'abord de vivre ici, donc au Maroc, d'être d'abord édité par des éditeurs marocains, même si après j'ai eu des éditeurs... Oui, tu traduis en plusieurs langues. Traduit, ou même il y a eu des coéditions en France, avec Au Diable Vauvert, ou maintenant même la BD va sortir, elle sort dans un mois. Hein. Ouais. J'ai un éditeur français, hein. Ouais. Il y aura une édition française. Mais toujours au départ, c'est ici. Ce qui veut dire que ces gens qui rachètent les droits de cession, etc., n'ont plus le droit de regard, ne peuvent plus rien changer. Et ça, pour moi, c'est très très important, parce que je vois comment ça se passe ailleurs, où l'on formate des livres. D'ailleurs, ça je peux le dire, hein, vraiment, je peux faire cette confidence. J'aurais pu être publié dans une grande maison d'édition en France. Et j'ai refusé. Non pas que je voulais pas, mais on m'a demandé de changer quelques éléments qui me paraissaient, pour moi en tout cas, très importants et qui faisaient partie de ce projet d'écriture. Notamment, c'était d'ailleurs un roman sur le terrorisme. Oussama mon amour, ouais. Voilà. Et on a voulu, et alors on a tout fait. Mais non, mais on va vous aider, comme ça, hein, on va vous aider. Après, on me relançait systématiquement, on m'a dit, mais c'est une question d'1 mois. Et on va vous aider, on va faire ça. Quasiment, on va vous réécrire le truc, voilà. Moi, j'ai dit, ça c'est votre projet d'écriture. C'est pas le mien. Le mien, c'est celui que j'ai donné. Ouais. Et c'est celui que je vais publier. On en revient à ça, en fait, on corrélerait presque la liberté à la puissance. Oui. C'est une certaine puissance qu'on reprend sur le cours des choses. Absolument, mais moi je tiens à cette liberté, je tiens à mon point de vue. Je dis pas que c'est le meilleur, hein, pas du tout. Mais c'est la façon avec laquelle je veux moi procéder pour parler de tel ou tel sujet. Je le fais à ma façon. J'ai des raisons évidemment de le faire de cette façon, hein, parce que moi j'ai réfléchi, je fais de la recherche, je me documente, et moi aussi je veux le faire par rapport. Tu disais tout à l'heure que c'est une façon pour moi de proposer une alternative à la couverture médiatique par exemple du terrorisme ou de la question des réfugiés ou la question des clandestins, etc., etc. Donc pour moi c'est ça, je veux le faire à ma façon pour une certaine raison que j'ai moi envie de développer. Donc l'avantage, je le répète, hein, l'avantage d'être ici, c'est que nos éditeurs sont beaucoup moins regardants. Et ce que j'apprécie personnellement, parce que on m'a jamais demandé de changer des choses, alors que c'est pas le cas ailleurs. Pas le cas ailleurs. Donc franchement, moi ça me plaît vraiment d'être dans cette situation, parce que le plus important pour moi, c'est pas du tout de faire un livre qui va, dans le sens poil, ou un livre qui va satisfaire un maximum, ou qui va se vendre, ou qui va, faire un produit commercial. Moi, ça m'intéresse pas du tout.
si j'avais voulu faire quelque chose de commercial, j'aurais ouvert ma boîte de pub, j'en avais les moyens, j'ai la formation, il y a déjà plus de 30 ans, 35 ans que j'aurais pu m'ouvrir ma boîte de pub, etc. Et j'aurais fait une entreprise commerciale, j'aurais gagné beaucoup d'argent. C'était pas ce que je voulais faire. Et donc, ce que je veux faire, pour moi, c'est pas du tout dans un but, lucratif, etc., etc. Ça se situe à un autre niveau. Et d'abord, c'est une satisfaction personnelle. Hein. Ça se situe à un autre niveau parce qu'il y a toujours une stratégie. Tu dis qu'il y a toujours une stratégie derrière un livre. Que par exemple, C'est beau la guerre, ça fait référence à What a Beautiful, voilà. Et c'est une manière, c'est ta manière à toi de dénoncer des choses qui sont innommables. Oui. On a l'impression que tu fais du teasing, en fait, c'est possible, pour amener le lecteur à venir te lire, t'écouter presque, écouter cette petite voix qui te dit viens, regarde la situation d'une autre manière. Est-ce que c'est ça? Est-ce que tu veux amener tu voudrais que le lecteur comprenne qu'il y a d'autres manières d'appréhender notre monde? Absolument. Absolument. Et pour la petite histoire, en fait, parce que j'ai l'impression que ta question porte sur, j'allais dire le making of, quoi, c'est-à-dire finalement la technique que j'utilise. Tu parles du teasing, etc. Mais moi, je le revendique. Hein. Mais il y a une démarche vraiment intellectuelle, mais aussi stratégique. Absolument. D'expertise. Oui. Moi, si je devais résumer, en fait, mon objectif, c'est de faire en sorte que les lecteurs aient l'impression de découvrir, je dis bien découvrir pour la première fois, ce qu'ils savent déjà, en fait. D'accord. De le redécouvrir d'une manière différente, ou de le découvrir carrément. C'est-à-dire, je découvre quelque chose, je lis, je me dis, oula. Après, je me dis, mais ça, je le savais. Les clandestins, mais bien sûr, et c'est tout le temps à la télé, on a vu les images des boat people, on a vu les trucs, etc. Ouh là là, mais j'avais jamais pensé, moi. Et en fait, ça, c'est comme la technique de, comment dirais-je, rafraîchir l'écran. Voilà. Alors c'est rafraîchir, en fait, le regard. Et donc, je procède avec des techniques de défamiliarisation, tout simplement. Parce que, qu'est-ce qui fait qu'on ne voit plus les choses? C'est parce qu'on les a trop vues. Le regard est complètement saturé, et notamment par les médias. On est exposé à des images de réfugiés de guerre, aux guerres de façon générale. On a une résistance à l'atrocité qui s'est élevée. Oui. Il faut qu'il y ait un petit garçon qui meurt sur une plage pour qu'on s'offusque. Voilà. Mais pour combien d'autres qui sont décédés sur ces plages? Absolument. Donc on a une espèce d'échelle de Richter d'indignation qui augmente, et on le voit sur les réseaux sociaux. Les gens remplacent une indignation par une autre. Ils se sont indignés pour quelque chose. Exactement. Il y a 6 mois qu'ils ont complètement oublié, et là ils s'indignent que nous ne soyons pas assez indignés. Oui, alors ça, c'est peut-être leur plus grande indignation. Absolument. Et toi, ce que tu offres dans tes ouvrages, justement, c'est la possibilité d'avoir un intellectuel, quelqu'un qui a réfléchi à la question véritablement, de se poser, de fuir ces indignations instantanées qui cherchent le like et le machin et tout, pour vraiment se poser les bonnes questions, finalement. Et puis voilà, il y a cette idée de défamiliarisation. Alors après, c'est un peu technique, mais en même temps, c'est aussi l'écriture. L'écriture, c'est aussi de la technique. Hein. Beaucoup de technique, je dirais. Et après, je ne sais pas, par exemple, dans C'est beau la guerre, il y a une scène avec une vieille dame. Donc elle est en plein dans un champ de bataille, hein, finalement, c'est-à-dire que les maisons ont été bombardées, et il reste un seul pan de mur. Et elle est toujours assise sur son fauteuil,
Alors, on ne sait pas, est-ce qu'elle a l'Alzheimer, est-ce qu'elle est amnésique, est-ce qu'elle est sous le choc, tout simplement, sous le traumatisme, une vieille dame, et donc elle est toujours là. Et ce qui a survécu finalement à ce bombardement, c'est ce pan de mur avec une fenêtre, des rideaux. Alors les rideaux sont confectionnés, c'est des rideaux blancs avec la robe de mariée, sa robe de mariée, à elle. Et elle est là, et elle a une petite table devant, et sur cette petite table, il y a un bouquet de menthe. Alors, quand je parle de ce bouquet de menthe, je dis un bouquet de menthe. Alors, je peux dire, il y a un bouquet de menthe sur la table. Moi, je dis bouquet de menthe couché sur le dos. Déjà. Ah, c'est déjà autre chose. Bon, bouquet de menthe couché. Ok. Peut-être est-il mort ou seulement blessé. Bon, déjà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Alors on se pose. Bon. Sauf que, à travers ce petit bouquet de menthe, on prend conscience, en fait. Ouh là là, donc il y a des blessés, il y a des morts, etc. Et non pas juste dire, voilà, celui-là, il a des entrailles. C'est pas ça. Hein. Moi, je suis pas dans l'hyperréalisme, ni dans le. Donc, et cette façon de le faire, il fait que finalement, ouh là là, on prend conscience beaucoup plus de tout ce genre de choses, etc. Par exemple, l'ouverture de Oussama mon amour, qui a été un livre qui m'a beaucoup coûté, même physiquement, je dirais, parce que j'ai eu énormément de soucis de santé quand j'écrivais Oussama mon amour. Ah oui? Ah oui, j'ai eu des douleurs mais absolument atroces. J'ai fait toutes sortes d'examens de tout, hein, de scanners, de machin, personne n'a jamais rien trouvé. Et finalement, c'était parce que j'écrivais ce livre, parce que parce que j'avais incarné un kamikaze. J'avais 4 voix, c'est polyphonique à 4 voix, et donc l'une des voix, c'était le kamikaze, qui parle à la première personne. Donc c'est moi qui parle. Oui. Et d'ailleurs, l'ouverture du roman, c'est cette personne-là qui dit j'ai débuté ma carrière de kamikaze en m'exerçant sur une pastèque. C'est la première phrase. La pastèque n'a pas de jambes et n'a pas de bras. Pas de tête, pas de jambes, pas de bras, etc., etc. Et donc c'est toute la première page avec juste la pastèque. Jusqu'à, voilà, il la jette, elle éclate en morceaux, évidemment elle est rouge, donc le jus rouge, un bantou, etc. Que la pastèque, comme elle n'a pas de jambes, elle ne peut pas revenir sur ses pas, aussi. Donc ça introduit cette idée de, voilà, une personne qui est engagée dans l'irréparable, finalement. Pas de retour possible. Pas de retour possible. Que la pastèque n'a pas de visage, que son visage, il est à l'intérieur, c'est les petits yeux, donc les petites graines noires, etc. Donc là, le regard qui est enfoui à l'intérieur, et puis évidemment, quand on voit ces petites graines, on a l'impression qu'elles sont en larmes aussi. Donc je joue un peu sur ça, de façon... Ça paraît normal, hein, c'est le type qui parle il s'entraînait avec, tout simplement. Hein. D'ailleurs, il dit, j'ai débuté ma carrière de kamikaze. Déjà. C'est une carrière oui, c'est éphémère. Mais en one shot. Ben oui, donc déjà il y a de la défamiliarisation, parce que carrière de kamikaze, on est déjà dans un paradoxe. Et on a l'impression justement dans ton écriture que tu aimes bien déstabiliser ton lecteur. Complètement, bien sûr. Tu le prends par surprise et à contre-pied. Contre-pied, bien sûr. Où on se retrouve à un certain moment, on est emporté dans une phrase sympathique et tout, puis à un certain moment, il y a une phrase qui tombe et qui est cinglante, et qui est juste. Donc voilà, c'est un petit peu... Est-ce que tu as eu des livres abandonnés, des projets abandonnés qui sont dans le tiroir? Non. Tu veux dire, j'ai commencé par... des projets. Non, tu n'en as pas. Non. Alors, j'ai découvert que la face éclairée connaît des températures qui peuvent grimper jusqu'à 150 degrés, la face éclairée de la Lune, alors qu'à l'ombre, elle descend à moins 150, voire moins 250. Oh. Et comment on gère ces jours d'écriture qui sont des jours solitaires, qui peuvent être de doute, de questionnement, d'arrêt, donc vraiment de complexe, quoi. Les gens se rendent pas compte combien c'est difficile d'écrire un livre. Donc c'est cette face
qui est à l'ombre de la lune, et en même temps cette mise en lumière de l'œuvre à un certain moment. Donc parfois même on peut être en présentation d'une œuvre alors qu'on est déjà de l'autre côté de la lune en train de réfléchir et de travailler à un autre projet. Comment on gère cette dualité entre cette mise en lumière et cette mise à l'ombre? Alors, dans mon cas, en fait, c'est systématique. C'est-à-dire que, généralement, avant de terminer un livre, je commence à être dans le suivant. Incroyable. Ouais. Et c'est ce qui fait, d'ailleurs, que je le termine. Parce qu'en fait, c'est l'idée suivante qui fait qu'elle me parasite tellement... Qu'il faut que tu termines l'ancien. Il faut que je le termine. Parce que j'ai déjà l'idée... Et ce qui veut dire tout simplement, parce que l'édition quand même ça prend du temps, c'est-à-dire une fois qu'on a terminé un manuscrit, il n'est pas publié dans la semaine, hein. Donc ça prend quelques mois parfois, souvent même, et entre-temps moi je suis déjà dans l'écriture d'un autre livre. Mais oui, alors comment tu fais pour parler d'un livre qui est... En fait c'est une histoire, c'est comme on pourrait dire, c'est une vieille histoire. Ah mais complet. Et puis je suis complet. Et tu es déjà dans la nouvelle histoire. Et quand on est dans la nouvelle, on est pris. On est dedans. On vit avec les personnages. Et on n'est plus avec celui d'avant. Ouais. Ben oui, je dois me reconditionner à chaque fois que je présente un livre, parce que généralement, je suis dans le suivant, moi. Ouais. Donc, on me remet, et je suis par rapport à des gens qui, parfois, viennent de lire ce nouveau livre. Ouais. Et qui, eux, par contre, le connaissent parfois encore mieux que moi, parce qu'ils viennent de le lire. Or, moi, je m'en suis détaché. Et donc, c'est vrai que c'est assez particulier, hein, comme expérience. Mais en même temps, je dirais que ça a un côté sympathique, dans le sens où on prend du recul par rapport à ce qu'on a écrit. Et effectivement, quand on a pris du recul, d'abord on est beaucoup plus réceptif vis-à-vis des gens, hein, qui peuvent avoir aussi un avis qu'on n'a pas eu forcément et qui peut être intéressant. Il arrive d'avoir des commentaires vraiment super intéressants. Et des gens qui vous font découvrir des choses sur vous-même et sur ce que vous avez écrit. Bon, ça, évidemment, quand ça arrive, c'est formidable, mais ça arrive, hein, ça arrive, de temps en temps. Quand il y a un bon critique littéraire, ou tout simplement de bons lecteurs, ça existe aussi, hein, de bons lecteurs. Et, donc ça, c'est sympa. Mais, très sincèrement, par exemple, ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est, si on revient à C'est beau la guerre, il y a eu une lecture de Sophia Hadi. Elle a fait une lecture, je crois que c'était à l'Institut français de Rabat, enfin moi j'ai lu la vidéo sur YouTube. Donc elle a lu une bonne partie enfin, je sais pas, peut-être 45 minutes, hein, ça durait la vidéo, de C'est beau la guerre, sachant que mon narrateur est un comédien de théâtre. Hein. Et alors là j'ai eu une sensation absolument incroyable. J'avais l'impression de découvrir mon texte, en fait. Ah oui. C'est-à-dire que cette lecture m'a mis dans la position d'un lecteur et non plus de l'auteur. J'étais plus l'auteur. J'étais spectateur. Spectateur et lecteur. Donc j'écoutais et je découvrais les phrases, les structures, le style, les émotions. Je ressentais vraiment comme si j'avais pas écrit, quoi. Et en fait, c'est l'objectif de l'écriture, c'est suggérer plus que dire. Oui. Donc, c'est ce que tu as ressenti, en fait, en écoutant tes écrits. Franchement, ça m'a fait un effet incroyable. Et ça m'a touché, en plus. Alors, c'est très touchant, oui. Mais j'ai été touché par mon propre texte. C'est ça qui m'a... Dans les situations que ça devient compliqué, la relation, là. Comme on dit, c'est compliqué. Ça m'a touché, les personnages aussi. Je me disais, oulala. C'était assez extraordinaire comme expérience. Alors dis-moi, dans les classiques, tu aimes Zola? Bon, ça m'étonne pas, parce que Zola, c'était le journaliste. Bien sûr, c'était le Claude Lévi-Strauss. C'était le triste tropique de son temps. Tu es fan de Faulkner, évidemment de 100 ans de solitude et de l'automne du patriarche, qui est le livre de Gabriel Garcia Marquez. Alors moi, je place l'automne du patriarche. Oui, je sais, tu places l'automne au-dessus de 100 ans de solitude. Oui, absolument. Ce qui est assez rare. Oui, c'est rare. Mais c'est très masculin. Ouais. C'est très masculin. Alors excuse-moi, mais j'ai envie de dire que, parce que j'ai lu des entretiens de Marquez, plusieurs, dont un livre carrément d'entretien, Une odeur de goyave.
Et Marquez privilégie l'automne du patriarche. Ouais. Pour Bah, lui, tu vois. Et en plus, l'histoire de l'automne du patriarche est absolument incroyable. C'est-à-dire que, après avoir écrit 100 ans de solitude, qui est un monument, pour lequel il a laissé tomber son boulot, carrément. C'est vraiment une leçon. Hein. Il a arrêté de travailler, il s'est appauvri. Oui, c'est grâce à son épouse, je crois qu'il exactement, a pu... endetté. Ouais. Et le jour où il a voulu envoyer un éditeur 100 ans de solitude, il n'avait pas assez d'argent, parce que c'était un gros pavé, et c'était trop lourd à l'époque, bon, il fallait acheter des étains, je sais pas comment, voilà. Et il a dû envoyer une moitié seulement. Et donc il s'est dit, bien sûr, il va envoyer la première moitié, il va pas envoyer la deuxième. Il s'est trompé. Il a envoyé la deuxième. Il a envoyé la deuxième, donc il n'y avait pas tout le début, la première moitié. Il a envoyé la deuxième moitié à l'éditeur. Je connaissais pas cette histoire, c'est top. Ouais. Et l'éditeur qui a reçu cette deuxième moitié, et qu'il a lu, l'a contacté en lui disant, mais il faut absolument... Et il a pas été incompris comme Van Gogh, il a tout de suite été reconnu. Ah, il a été reconnu, mais vraiment le sacrifice est énorme. Ouais. Alors, le problème ensuite, c'est que ça a eu un succès, bien sûr, planétaire, et on peut imaginer la difficulté de faire un roman après 100 ans de solitude quand on a eu autant de succès. C'est ce que j'allais te poser comme question, c'est voilà. que en fait donc, quand on bon, je voulais te poser la question sur l'univers de Gabriel Garcia Marquez parce que c'est le réalisme magique. C'est un univers qui est tellement particulier, qui est tellement coloré, qui est tellement fantasque et en même temps tellement juste, qui nous mène à notre propre réalité. Est-ce que quelque part quel est l'impact que ça a sur ton écriture à toi? Énorme. Et aussi quand on écrit un premier livre, on a la chance entre guillemets du débutant. On ne nous attend pas, le succès est là. Mais quand on en écrit d'autres, on ne doit pas décevoir à la fois nous-mêmes et les lecteurs. Oui. Comment tu gères cette pression-là? Moi. Parce que ce qui s'est passé... Bon, parce qu'un Marocain à New York, il a eu un super succès. Voilà, je vais revenir à Marocain à New York, mais j'oublie pas la question sur Gabriel, l'univers de Marquez et son réalisme magique et l'influence, parce que je vais te donner des exemples dans mes textes où il y a cette influence, on la ressent. Effectivement, en écrivant un Marocain à New York, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais bien sûr un illustre inconnu. J'avais publié quelques articles dans la presse, etc., mais c'était plus universitaire, critique d'art, etc. Et donc jamais dans la création. Et donc un beau jour, il y a un Marocain à New York qui sort, qui est un livre un peu différent quand même de la littérature marocaine. J'allais dire de l'époque, mais je me demande si c'est pas encore le cas. Hein. Finalement, il n'y a pas eu un livre comme un Marocain à New York encore, et peut-être pas, ou peut-être que ça n'a plus lieu d'être aussi. Donc je sors ce livre, et ce qui va se passer, c'est que New York évidemment a beaucoup aidé, hein, parce que les auteurs marocains, lorsqu'ils situent leurs livres à l'étranger, souvent c'est en France ou en Europe, mais rarement aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Ouais. Donc ça c'était déjà une première. Donc New York, évidemment, la fascination que peut exercer New York. Ensuite, le style que j'avais utilisé, qui était j'allais dire entre guillemets plus accessible, mais en même temps il y a un côté ludique, il y a un côté voilà. Mais c'est vrai que par exemple je parle du cinéma au Maroc, c'est un peu moins maintenant, mais c'est soit la commedia dell'arte très 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 maladroite, bouffonne, qui est insupportable, avec un son d'ailleurs très aigu, soit c'est du misérabilisme, il faut être hyper triste, il faut pour être intellectuel, pour être reconnu, il faut faire du triste, il faut faire du gris. Quand on lit Gabriel Garcia Marquez, combien on comprend qu'il faut surtout pas faire du gris, il faut surtout pas faire du triste, et pourtant, il faut faire du gai avec du triste. Et il traite de sujets. Il parle de dictature. Et pourtant on a le sourire. Tout le temps. On a le sourire. Et c'est beaucoup plus pertinent et plus efficace. Surtout. Mais oui, cette prise à contre-pied. C'est ça. Je pense qu'on n'arrive pas à l'avoir encore chez nous, où pour être pris au sérieux, il faut être très très sérieux, il faut être très embêtant, quoi, très ennuyeux. Et peut-être que c'est aussi pour ça que les gens comprennent mal
ce que peut nous apporter l'art. Absolument. Enfin, c'est joyeux l'art, c'est joyeux la littérature. Complètement. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, comment je m'en suis sorti, parce que quand le livre est sorti ici au Maroc, tout de suite j'avais été contacté par 2M. Je parle de la belle époque de 2M. Ils avaient des émissions littéraires, culturelles, machin, etc. Donc je suis passé dans je sais pas combien. Ils ont fait des montages, c'est-à-dire que dans l'entretien il y avait des images de New York, enfin super, vraiment super truc. Et ce qui s'est passé, c'est que et puis on avait encore une presse écrite. Donc les revues, les journaux, tout le monde avait parlé de ça. Et au bout d'un mois, la moitié était vendue. Un mois. Et il a été, au bout de 6 mois, il y avait la deuxième édition. 6 mois. Déjà réédité. Mais toi, tu écrivais déjà le deuxième à ce moment-là? Non. Ah non, d'accord. Non, à ce moment-là, non. J'avais déjà l'idée, hein. J'avais l'idée, mais je il n'y avait pas encore la mécanique qui s'installait. Non, pas tout à fait. Parce que bon, c'était le début, hein, Et alors, tu n'avais pas la pression quand tu as sorti le deuxième? Alors, ce qu'il y a, c'est que, comment dirais-je, en fait, j'ai fait le bon choix. Je sais pas le mérite, hein, mais j'avais 2 options. Et je pense maintenant avec le recul, j'ai choisi la bonne option. La première option, c'était justement, ça avait eu tellement de succès. De faire un deuxième marocain à Londres, à Shanghai. En tout cas, de garder le même ton, de garder le même. Ah ouais, le marocain, je le fais balader. Hein. Je vais en faire une série comme ça. En plus, j'avais la recette. Moi, j'aurais pu faire 36 000 épisodes après. Puis c'était sympa, les recherches. Tu aurais pu rester quelque temps à Londres, quelque temps en Italie, quelque temps... voilà. Donc, j'aurais pu... Au Kenya. Mais je serais devenu... Une marque. Et voilà. Le gars qui fait le marocain. C'est le gars du marocain dans les pays. À l'étranger, voilà. C'est donc, Tintin, j'avais soit... Tintin au Tibet. Voilà. Donc, j'avais soit ça, et la deuxième option, c'était l'idée que j'avais, justement, d'un autre livre. Je voulais écrire sur le haraga. Parce que à ce moment-là, c'était un sujet. Bon, je pensais que c'était d'actualité, mais aujourd'hui c'est pire. Et j'avais vraiment envie d'écrire, bien sûr, ce sujet-là, j'allais le traiter autrement, hein, de manière différente. Et je me suis dit, je vais aller vers finalement le black subject là. On n'est plus du tout dans le ton du marocain à New York. Du tout. Bon, dans le traitement, il est... Oui, c'est toujours le contre-pied. C'est un peu ta marque de fabrique. Il n'est pas misérabiliste dans le sens où il y a une espèce de j'allais dire un peu de simplicité, des personnages un peu simples, mais en même temps très profonds, qui parfois peuvent... Donc c'est d'être là où on t'attend pas, pour que tu sois pas trop attendu. C'est ça ta stratégie du deuxième roman? Non, c'était pas ma stratégie, c'était en fait... C'était une envie. Au départ, c'est par rapport à moi-même. Je me suis dit, est-ce que... Bon, je me suis beaucoup amusé à faire un marocain, mais je me suis dit, est-ce que si je fais un marocain ailleurs, je vais avoir autant de plaisir, moi? Et la réponse, c'était tout de suite non. Donc, c'était réglé. Parce que moi... Si tu avais un conseil, je crois qu'à 20 ans, tu étais aux États-Unis. Tu étais étudiant aux États-Unis. Non, bien après. Tu avais quel âge quand tu étais aux États-Unis? J'avais bien presque 30. Hein. D'accord. Quel est le conseil que tu donnerais au Youssouf de 30 ans qui était à New York? Quel est le conseil que tu lui donnerais aujourd'hui? Le conseil que je lui donnerais alors... Tu dirais de faire un truc, pas faire quelque chose, ou de le faire quand même? Non, parce que ce qui m'a permis finalement de venir à l'écriture, ça a été justement ce déplacement dans l'espace. Ça, c'est très important. Le fait que je sois sorti finalement de mon cocon, que j'ai eu à vivre dans un milieu différent, avec une culture différente, à côtoyer des gens qui étaient pas forcément, partageaient pas forcément les mêmes, ni les mêmes idées, ni les mêmes valeurs, qui n'avaient pas la même perception des choses, du monde et tout. Ça a été salvateur. Parce que ça m'a permis, en fait, de redécouvrir ce que j'étais, ce que nous sommes aussi. Mais tu me dis toujours pas quel est le conseil que tu donnerais au Youssouf de 30 ans. S'il y avait quelque chose à refaire, à faire comme ça a été, ou à changer, ou à... Non, mais tu veux dire le Youssouf à New York? Ouais. Oui, à New York... Tu dirais reste?
Reste à New York, ne rentre pas. Ah non. Ou tu lui dirais quand même rentre au Maroc. Ah non, pas du tout, mais moi j'ai eu la possibilité de rester. Ouais. Parce que C'est moi un j'ai... choix. Ah, bah, moi j'ai... Parce que tu sais que Daniel Pink Non, a écrit un livre qui s'appelle The Power of Regrets Uh-huh. et il a créé un World Regret Survey il a recueilli plus de 16 000 regrets qu'il a catégorisés en 4 types de regrets. Et en fait, il dit le fameux me no regrets, no pain, etc. Je veux pas l'entendre. Au contraire, il faut s'attarder sur les regrets parce que les regrets nous permettent de savoir quelles sont les valeurs qui comptent le plus pour nous et aussi nous permettent de nous améliorer, d'améliorer notre prise de décision. Et donc, il a identifié 4 types de regrets. Je te passerai, si tu veux, avec plaisir. Le résumé du bouquin qui est génial. Et il y a les regrets liés au manque d'audace, le regret de connexion, le regret de valeur, etc. Moi, je me posais la question, vu que tu étais sur orbite à New York, tu aurais pu être, je crois, prof. Ah non, j'aurais été dans la pub. Tu aurais été dans la pub en plus. J'ai eu des à New York. propositions. Ouais. Moi. Mais tu n'aurais pas écrit dans ces cas-là. Moi, j'ai eu des propositions pour être copywriter, c'est-à-dire un concepteur-rédacteur. J'ai eu une proposition dans une agence à San Francisco. J'en ai eu 2 à New York. 2 à New York. Et tu le regrettes pas? Et j'ai pas voulu. D'accord. Ah oui, non, mais moi j'étais lancé là-bas. Lancé. Ah. Parce que. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le fait de retourner au Maroc? Parce qu'en fait, je vais expliquer, c'est que j'ai fait. Alors là, je tiens à remercier l'encadrant américain que j'avais pour ma thèse d'État. Parce que ma thèse d'État, je la faisais à NYU, donc New York University. Mais en même temps, en parallèle, il m'avait dit, l'encadrant m'a dit, écoute, ici on a les meilleures écoles de pub, etc. Donc, il m'a donné les adresses. Moi, je connaissais pas du tout. Il m'a donné les adresses et tout. Comme j'avais une bourse Fulbright, qui est une super bourse américaine, vraiment très prestigieuse et très sélective aussi, mais très prestigieuse, j'allais m'inscrire dans les... Là-bas, on paye par cours. Donc, super, parce que c'est vraiment à la carte. Ouais. Je disais, j'ai besoin de ça. J'ai pris des trucs super sympas. Et j'ai envoyé tout simplement les factures à la Fulbright, qui me payait... parce que je travaille quand même sur le sujet dans ma thèse. Donc, il y a un lien. C'est pas, je suis pas allé faire autre chose que de complètement différent. Sauf que là, c'était vraiment une formation plus professionnelle, dans 2 écoles très, très prestigieuses, à New York. Et un de mes profs, qui était mon prof de, justement, conception-rédaction, il travaillait à McCann, donc c'était McCann Erickson, et ils avaient le budget de Coca-Cola. Donc ça c'est dire un peu, c'était à la 3e avenue. Et évidemment, c'est un personnage tellement important pour sa boîte qu'il peut pas se permettre, lui, de venir à l'école nous donner cours. Donc c'était la classe qui allait à McCann. D'accord. Parce que lui, il peut juste se libérer pendant 1 heure. Mais pas le temps de parce qu'à New York, le temps qu'il aille à l'école et tout, il pouvait pas faire ça. Donc nous, on allait à McCann. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais un peu plus âgé que les autres. Alors j'étais plus âgé parce que j'avais déjà été... Moi, je suis parti, j'étais maître assistant. Ouais. J'étais maître assistant à la fac. Et j'ai pris... j'ai eu la Fulbright pour aller faire ma thèse d'État, etc. Donc, parce qu'à l'époque, il y avait 2 thèses. Donc, j'avais déjà mon doctorat de 3e cycle, avec lequel on pouvait être maître assistant. Bon, le système a changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était comme ça. Donc, forcément, on a sympathisé avec ceux qui était un jeune, mais qui réussissait, évidemment, comme tu peux imaginer. Et en fait, il m'a tout de suite repéré, quoi. Parce qu'il voyait bien. Il t'a proposé de bosser avec lui. Il m'a proposé, alors d'abord avec lui, mais aussi San Francisco. Pourquoi tu as refusé ça? Alors, parce que je voulais, écoute, je voulais rentrer enseigner. D'accord. Et former des jeunes Marocains. Et je trouvais, j'ai aucun regret par rapport à ça. Je serais pas devenu écrivain. Tout simplement. À New York. Parce que j'aurais été dans l'industrie de la publicité, mais c'est fini. C'est fini, c'est trop prenant. Non, tu aurais écrit des slogans. Oui, bien sûr. Voilà. Ah non, j'aurais écrit des slogans, mais j'aurais certainement pas fait des livres, c'est impossible. Non, j'ai absolument aucun regret. Mais c'est vrai que j'ai eu ça.
La vie est un puzzle pour moi, je dis souvent ça, c'est un puzzle, on l'assemble et tout. Est-ce que tu as toutes les pièces du puzzle? Même si le puzzle n'est pas fini d'être fait, mais est-ce que tu penses que tu as déjà toutes les pièces du puzzle, ou est-ce que tu penses qu'il t'en manque, qu'il t'en faudrait plus? Ah, j'ai pas toutes les pièces. Non? Non. Elles sont où, ces pièces? Alors, il y a des pièces maîtresses dans ce puzzle, à partir desquelles on peut chercher les autres pièces. Celles-là, elles sont là, elles sont bien établies. Mon écriture, ma création, ça, je pense que c'est vraiment c'est des fondations, en quelque sorte. Donc, je pense que c'est bien établi. Maintenant, ce qui reste, c'est les surprises de la vie. Voilà. Moi, je reste quand même... je garde l'espoir que... Et puis ces surprises, c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de se réveiller le matin. C'est le sel de la vie, ça. Oui, on a envie de se réveiller le matin. Et puis ces petites choses aussi nourrissent la création. Oui, absolument. Pour moi, c'est pas deux mondes. C'est pas le monde de la création quand je suis en train d'écrire ou de créer quelque chose et quand je suis en train de vivre. Non. Moi, quand je suis en train d'écrire, je vis. Tu voulais revenir sur Gabriel Garcia? Oui, la notion de réalisme. Notre grand pote à tous les Bien deux. sûr. Il y a quelques millions de lecteurs à travers le monde. Absolument. Le réalisme magique, moi, ce qui m'a énormément intéressé... Ça s'appelle comme ça, ce genre littéraire? Ah oui, le réalisme magique. Non, parce que j'ai la chance d'avoir un méga enseignant, donc j'en profite, je vais prendre des mots nouveaux. Oui, c'est vrai. Avec toi, là, depuis le début, j'ai appris déjà 2-3 mots, donc j'en rajoute un autre dans mon escarcelle. Le lyrisme? Non, le réalisme magique. Le réalisme magique. Je vais pouvoir briller dans les salons rebâtis, là. C'est tout un mouvement. Écoute, je connaissais pas. Et si ce n'est le pionnier, évidemment, c'est Gabriel Garcia Marquez. Ouais. Mais c'est l'inventeur. Oui, mais il n'est pas le seul, évidemment, mais c'est quelque chose qu'on associe avec la littérature d'Amérique latine. D'accord. Mais c'est très particulier à l'Amérique latine. Le réalisme magique, d'accord? Et, en fait, moi, très vite, en lisant Marquez, je me suis rendu compte que si ça m'interpellait, ça m'intéressait, ça me plaisait, c'est parce que ça correspond aussi à notre monde, à nous. Et nous vivons dans un monde de réalisme magique. Ça veut dire quoi, le réalisme magique? Ça veut dire que la limite entre le réel et l'irrationnel, l'irréel, le surnaturel, etc. Je rajouterais peut-être le spirituel aussi, n'est pas si clair que ça. Et c'est vrai que chez nous, c'est flou. On peut rencontrer quelqu'un qui est supposé être 100% rationnel, je ne sais pas, quelqu'un qui est scientifique pur et dur, ingénieur, qui a fait je sais pas quoi, etc. Mais qui a des croyances. Et qui va, s'il trouve, je ne sais pas, un petit signe quelque part, ou etc., il va l'associer au mauvais œil. Ouais. Par exemple. On peut avoir aussi quelqu'un qui se targue d'être défenseur des femmes, etc., oui. mais qui sera intransigeant sur l'héritage. Ça, il y a des chances de trouver ce profil. Jacques Brel n'est pas loin. Chez ces gens-là, on compte. Exact. Ah oui, on compte, ça c'est sûr. Donc effectivement, moi j'ai trouvé que moi ça me correspondait tout à fait. Enfin, ça correspond à notre univers. Et je me suis dit, mais oh là là, c'est vrai, parce que c'est là où, quand je parlais par exemple de ce bouquet de menthe, finalement, oui. On est dans le réalisme magique. Ouais, tout à fait. Lorsque je parle par exemple, lorsque ces rideaux qui ont survécu sont avec sa robe de mariée, c'est par définition, alors le rideau, et bien sûr il y a 2 pans de rideau, donc déjà elle est séparée. Voilà, bon, ça ouvre tellement c'est le cas de le dire, tellement de perspectives et d'interprétations, et du coup je n'hésite pas. Par exemple, on peut se dire, oulala, c'est moi mon amour, hein, quand même, tu ouvres le récit sur un kamikaze qui parle à la première personne. J'ai débuté ma carrière de kamikaze en exerçant sur une pastèque. Après la pastèque... C'est un incipit qui est bien... pas évident, parce que la pastèque, bon, mais quoi, tu es en train de jouer avec ces trucs-là, alors que... c'est ça. Et en fait, c'est tout ça. La pastèque, c'est pas rien pour nous, n'est-ce pas?
Mais on dit bien فرقعوا الدلاحة. Merci. Je n'osais pas le dire depuis tout à l'heure, mais tu m'as amené à... Voilà. Et ça fait partie, parce qu'effectivement, dans cette scène, il va jeter, et lui, il a besoin de la voir. Et en vraiment fait, de quoi... s'épandre et voir tous les détails des tripes de la pastèque. Exactement. Il faut aller jusqu'au bout du bout, là. Alors après, ça va même au-delà, parce que la pastèque, c'est pas n'importe quelle couleur. Hein. Oui, absolument. C'est le vert et le rouge. Hein. C'est dur ton truc, Youssouf. Le vert et le rouge. Reparle-moi de Garcia. Voilà. Alors je reviens à Garcia Marquez, par exemple, dans mon dernier roman, Big le Grand. Big le Grand. Alors c'est quelqu'un qui est un peu dans je dirais dans la lignée de Big Brother de Orwell 1984. Et mais en fait il est encore plus grand que Big. Il est Big et le Grand. Hein, donc c'est mix Alexandre le Grand avec Big Brother. Et ce Big qui est un leader, on comprend du monde arabe. Hein, moi je ne précise pas quel pays ou quoi que ce soit, et qui alors, je reviens évidemment à un petit peu sa naissance, ses origines, etc., etc. Mais je lui attribue des pouvoirs absolument qui sont de l'ordre du réalisme magique, parce que, par exemple, c'est lui-même qui va couper le cordon ombilical, parce qu'il naît avec des dents, et c'est lui-même qui, voilà, il sort, hop. Bon, là je donne un exemple, mais il y en a plusieurs. Il se met à parler à 3 mois. Il est debout à je sais plus combien, mais vraiment. C'est ChatGPT qui est né là ou voilà, c'est pas Et alors après on se dit mais et en même temps c'est très plausible quand on dit, c'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que oui, pourquoi c'est plausible? Parce que ça s'inscrit dans déjà un univers. L'univers il est déjà installé et en même temps, c'est ce qui rend le mieux compte de la mythification d'un personnage avec une certaine propagande qui va faire... alors on est dans le Staline, enfin bon, on peut imaginer. Hein, on est en Corée du Nord aujourd'hui, on est en filigrane, il y a du Kadhafi aussi, hein, on devine, parce que... il décrète par exemple alors il est décrit avec des cheveux crépus, etc., des bouclés, machin. Un des livres qu'ils vont faire circuler, c'est le manuel du cheveu crépus. On pense au livre vert de Kadhafi, au livre même rouge. Même à la mode qu'il y avait à l'époque en Libye, où les gens étaient tous, les mecs étaient coiffés à la Kadhafi aussi. Et pour justifier pourquoi pas les cheveux raides, parce que les cheveux raides ça tombe finalement, alors que les cheveux qui sont plus crépus et plus... sont plus virils. Alors, c'est pas comme ça qu'il l'explique. Oui, je suis derrière ça, mais bon, pour moi, c'est toi, hein. Ah bon? Merci de me le rappeler. C'est qu'en fait, il y a qu'à voir leur mouvement qui est ascendant, donc se rapproche vers Dieu. D'accord. Alors que l'autre tombe vers finalement. Il va sur la terre. Oui, il va vers la platitude finalement. Alors c'est tout parce que tout le livre traite justement de l'instrumentalisation un peu de la religion à des fins politiques. Donc il y a plein de choses qui sont assez quand même bon, pas réalistes, je dirais. Ouais. Et en fait, on a l'impression que avec tes livres, c'est un décodage, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme quand tu es devant une toile, et tu essayes de comprendre ce qu'a voulu dire le peintre, ce qu'a voulu nous raconter le peintre. Je fais aussi référence, c'est une référence hyper facile, hein, mais au fameux Picasso devant Guernica, à qui on demande est-ce que c'est vous qui l'avez fait, il répond aux Espagnols non, c'est vous qui l'avez fait. Ouais, absolument. Mais c'est un peu ça, c'est un peu regardez la société telle que vous la faites, telle que vous la vivez, vous êtes complètement anesthésié, vous voyez pas les choses comme il faut, je vais vous mettre une pastèque pour que vous compreniez mieux les choses, ou un bouquet de menthe, ou une robe de mariée en rideau. Ouais, parce que justement, comme ce n'est pas quelque chose de commun, et que ce n'est pas quelque chose d'attendu finalement, et ben on est beaucoup plus réceptif. On devient plus réceptif parce que, comme tu dis, on se dit mais est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre ici? Et ce décalage fait que on remet en question tout de suite toutes les idées préconçues qu'on peut avoir. Tout à fait. Et on se met enfin à réfléchir.
Alors j'ai 2 autres questions avant qu'on termine. La première, c'est, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'écrire. Oui. Toi, tu es enseignant, écrivain. Quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'écriture? Parce que on dit de plus en plus au Maroc, il y a plus d'écrivains que de lecteurs. Oula. Donc, j'aimerais beaucoup que tu partages avec les auditeurs du podcast 27 2-3 conseils à des personnes qui ont vraiment envie de se lancer dans cette magnifique voie, parce que c'est quand même une très belle voie. Absolument. Bon, la première chose que je vais dire, c'est pas une recommandation, c'est à mon avis une nécessité, c'est qu'il faut d'abord être un grand lecteur. Tout à fait. Donc, je ne peux pas imaginer quelqu'un qui va se lancer dans l'écriture de livres et surtout de la création qui ne soit pas d'abord un féru de la lecture. C'est en lisant qu'on a envie d'écrire. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il faut être discipliné. C'est une question de rigueur et de discipline. Parce qu'on a effectivement une image de l'artiste de façon générale, et de l'écrivain aussi, comme quelqu'un d'un peu tête en l'air, quelqu'un qui vit un peu dans sa bulle, un peu dans les nuages, qui attend l'inspiration, voilà, ce genre d'idées un peu. Et en tout cas, moi je parle par rapport à mon expérience, hein, c'est beaucoup de travail, beaucoup de rigueur et énormément de discipline. Discipline, c'est-à-dire que avoir des horaires carrément de travail, ça ne veut pas dire qu'on va produire pendant... Moi, il m'arrive de me dire je vais travailler, je vais me réveiller à telle heure, à 8 heures je suis devant mon bureau, et à midi j'ai pas écrit un mot. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas mis un mot sur le papier qu'on n'a pas écrit. Et en fait, parce que l'écriture, c'est tout un processus mental, et qui est là, hein. Et c'est très très important. Donc rigueur, discipline, il faut être un bon lecteur. Et moi, vraiment, la troisième recommandation que je ferais, c'est d'aller vers ce qu'on a envie de faire, et non pas ce qui est porteur, ce qui va faire de vous un auteur connu, reconnu, vous faire gagner de l'argent. Je dis pas que c'est pas important, mais si on veut gagner de l'argent, il faut le gagner avec quelque chose qui nous nourrit, c'est-à-dire qu'à la fin, finalement, on peut se regarder en face et se dire c'est ce que je voulais faire. Et non pas c'est ce que mon éditeur a voulu publier, ou finalement j'ai cédé à l'air du temps. Moi, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Moi, je l'aurais fait autrement si j'avais pas la pression de X ou de Y. Mais bon, ça n'engage on en que revient moi. à cette définition de la liberté. Ah, complètement. Ouais. Pour moi, c'est ça. Alors, ma dernière question, tu sais, moi, je suis une amoureuse des mots. Un mot peut m'emmener dans des divagations sur 2 jours où je vais faire des recherches, etc. Et ma question, c'est si tu avais un mot que tu pourrais retenir, un mot qui t'enchante, un mot quand tu l'entends, ça t'emmène vers des réflexions, ou un mot que tu aimes écrire, un mot que tu aimes lire, un mot que tu as rencontré un jour et avec lequel tu as eu de fortes vibrations, ce serait lequel? Quel est le mot que tu retiens? Parlant sans aucune hésitation, c'est un mot que j'ai énormément utilisé d'ailleurs dans notre podcast, c'est le mot création. À moi, c'est ce qui m'enchante le plus. L'idée de créer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien, et à partir de cette création, il y a quelque chose qui advient. Moi, je trouve ça miraculeux. Alors évidemment, les femmes, lorsqu'elles elles enfantent, elles vivent ce miracle que nous autres, les hommes, on n'a pas la chance de connaître. J'imagine, moi j'ai toujours pensé à ça d'ailleurs, je me suis toujours dit, mais ça doit être absolument incroyable. Il y a rien, il y a pas d'équivalent. Mais oui, j'imagine. Parce que moi je peux faire preuve d'empathie, et je me dis, mais c'est fabuleux. Bon, à défaut, je suis pas une femme. Faites des livres. Voilà. J'essaie d'enfanter ça, et c'est vrai que je me dis, ça n'existait pas, aujourd'hui ça existe. Ce mot, cette phrase n'existait pas, ce personnage n'existait pas.
il y a plein de... Mais aujourd'hui, ils existent. Ils interagissent, je me dis, mais c'est absolument incroyable. Et non seulement cela, mais les personnages issus de la création sont immortels. Et moi, ça me fascine. Mais ça te plaît, ça. Parce qu'ils sont là. Et moi, le fait que mes personnages vont me survivre, j'adore ça. J'adore cette idée. Que, en fait, ils sont immortels quand moi je le suis. Je suis alors pas que jaloux. c'est toi le créateur. Ouais, mais je trouve ça formidable. Ouais. Et aussi, que, par exemple, Amour nomade, qui est un roman, on va dire, histoire, enfin, d'un amour impossible, mais bon, il y a mais ils sont toujours impossibles, les amours. Ben voilà. À un moment donné. Voilà. Mais, Yasmine, j'ai un couple, un personnage masculin qui est le personnage central. Je trouve dans un riad, Tashfin, la femme peut pas quitter le riad, c'est ça? Elle est née dans ce riad qu'elle n'a jamais quitté de sa vie. Parce qu'elle est très belle. À cause de ça, elle n'a jamais quitté. Et donc, le monde, pour elle, c'est ce que rapportent les gens de l'extérieur. Et, elle a sa façon à elle de voyager, qui est la danse. C'est une espèce de danse un petit peu mystique. Elle tourne sur elle-même, etc. Il y a des scènes comme ça. Elle génère de l'action, du mouvement. Donc, il y a tous les éliges qui se mettent à virevolter. Et il y a l'arbre qui donne jamais les mêmes fruits. Absolument. Il y a cet arbre au milieu. Alors là, on est dans le réalisme magique. On est dans le réalisme magique. On est toujours dans cet univers, c'est pour ça que je le soulignais. On est dans le réalisme magique. Sauf que, comme toujours, dans le réalisme magique, il y a quelque chose à l'origine qui est un fait, qui est une donnée parfois historique, un fait réel, mais revisité. Par exemple, là, en l'occurrence, cet arbre, pour moi, j'ai revisité le mythe d'Ibn Tashfin. La légende de la palmeraie. Ouais, avec les dates. Tu la connais, là. Ouais. Voilà. En fait, on peut le dire pour les auditeurs, c'est Ibn Tashfin ou bien c'est un autre? Youssef Ibn Tashfin. Voilà, qui allait manger des dates. Il s'appelle comment? Youssef Ibn. Youssef, ouais. Oui, bon. Alors, c'est mon prénom. Après, il y a et mon personnage l'appelait Tashfin. Ouais. Tu vois? Ouais. Et donc, il mange des dates, il jette les il noyaux, il a ses serviteurs. Les soldats qui ont planté les lances. Parce que c'est un conquérant, évidemment, etc. Donc, ils ont planté leurs lances et ils mangent des dattes et les noyaux roulent et tombent dans les trous faits par les lances. Ouais. Et j'ai imaginé qu'ils avaient pris, ce qui était le cas d'ailleurs, un des rois déchus d'Andalousie, mais ce roi avait ramené des fruits exotiques. Plein de fruits. Alors que les autres mangeaient des dattes, lui mangeait des fruits, et à chaque fois les pépins, les noyaux, etc. tombaient, et j'ai imaginé qu'ils tombaient dans le même trou qui a donné naissance à cet arbre qui donne jamais les fruits. Donc à une création multiple, voilà. À une magie multiple. Quelle belle manière de mettre fin à cet entretien. Merci beaucoup Youssouf, c'était passionnant, on a appris beaucoup de choses. Je te laisse le mot de la fin, et je te remercie encore pour ta présence, ta patience et ta générosité dans le partage. Merci Youssouf. Merci beaucoup. Vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir aussi à partager un certain nombre d'idées avec toi et avec les auditeurs, auditrices. Et si j'ai une chose peut-être à réitérer, c'est il faut pas hésiter à créer, tout simplement. Alors créer, ça veut pas dire créer un livre ou avoir une exposition ou quoi que ce soit, mais créer, ça peut être toutes sortes de choses. Absolument. Et pourquoi pas de la magie? Créer de la magie heureuse et colorée dans vos maisons. Voilà. Et créer de la surprise. Surprendre. Et surprendre l'autre. Alors, c'est un petit tuyau pour les gens en couple. C'est la meilleure façon de préserver et de faire en sorte que sa relation et son couple durent. Alors, on va les surprendre avec de la magie colorée. Et on va leur conseiller de lire des livres et aussi d'aller sur les rayons pour chercher les Gabriel Garcia Marquez pour qu'ils comprennent ce qu'on veut dire. Merci beaucoup Youssouf, merci. Merci. Au fond, il y a deux façons pour connaître réellement un auteur. L'écouter nous parler de son œuvre, de la genèse même de ses créations,
de ses sources d'inspiration, de ses lectures, de ses conseils aussi et de son parcours. Mais la meilleure reste tout de même de lire cet auteur. Et c'est la raison pour laquelle, pour cette conclusion, j'ai choisi de vous lire un extrait de Même pas mort. Cette fois-ci, je prends les choses en main et j'écris. Je trace son destin avec de fines coulées d'encre que rien ne pourra plus jamais effacer. Je décide pour lui et ne lui laisse aucun choix. Je le force à vivre, à garder les yeux bien ouverts, à suivre le rythme obstiné de son cœur, à respirer aujourd'hui, demain et pour toujours. Quand je remplis mes pages d'un bout à l'autre, la mort n'a plus où se mettre et finit par s'en aller. Elle glisse par-dessus la feuille et tombe dans la corbeille à papier. Désormais, la mort sera pour lui ce pays improbable, lointain, inaccessible. Il ne verra plus jamais ses mains trembler, hésitant, douloureuses, décharnées, usées, et n'aura aucune de ces maladies qui donnent la mort. Aucune de ces douleurs assassines. Je vais ranimer ses jambes, son souffle et rallumer ses yeux comme si de rien n'était. On verra ses paupières cligner puis se plisser à la moindre étincelle de lumière. Je vais réchauffer ses lèvres et leur redonner de la couleur. Je vais repeupler son visage, son corps, ses mains. Cette fois-ci, c'est promis, il ne cédera rien de lui-même et pas la moindre particule de son corps. Il n'aura plus jamais à subir le regard des autres. Il restera entier, je le veux. Et pas une fois, pas une seule fois, il ne sera mort. Voilà pour l'extrait, je sais pas vous, mais moi, les mots de Amin Youssouf Alami sont tranchants et vont directement au cœur. Alors courez vite à une librairie pour découvrir l'univers de notre auteur. Et de mon côté, je vous dis au mois prochain pour un nouvel invité, toujours sur le podcast 27.